Le nouveau rendez-vous du secteur spatial français dédié aux acteurs s'est tenu cette semaine à Paris. Investisseurs, start-up, industriels et décideurs se sont rassemblés à Station F. C'est l'occasion pour nous de faire le point sur l'évolution du New Space en France et en Europe depuis les toutes premières assises du New Space l'année dernière. Pour cela, nous avons avec nous Pierre-José Billotte, fondateur des assises du New Space. Bonjour, bienvenue. Bonjour Cécilia. Dans Smart Space. À vos côtés, Cécile Riac, députée du Val d'Oise et membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation et aussi coprésidente du groupe d'études aéronautiques et espace de l'Assemblée nationale. On va revenir sur ce sujet ensemble. Bienvenue Cécile Riac. Bonjour, sur Cécilia. Le plateau de Smart Space. Alors d'abord les assises. Après 2 jours de rencontres, quel bilan, Pierre-José Billotte ? Alors, le bilan pour les organisateurs, je rappelle que quand même, c'est très important, on a une organisation particulière, les assises sont dirigées par un collectif d'acteurs, 17 organisations représentatives du spatial, il faut le dire, parce que c'est ça qui définit la stratégie de l'événement, oui. Et les contenus. Donc c'est très important, c'est inhabituel, c'est un cas particulier. Et ensuite, on a une agence événementielle qui, elle, fait le travail, on va dire, opérationnel. Oui. Voilà. Donc, le bilan, on ne l'a pas encore complètement tiré, et on en fera un débriefing fin août. C'est la prochaine date du collectif. Le collectif est en vacances pour la partie collective depuis aujourd'hui. Oui. Mais on a déjà quand même des indications quand même très intéressantes. Alors, il y a un bilan, on va dire, il y a un bilan en général, à titre personnel, c'est mon expression. Oui. Je dirais 2022, c'était la date, c'était l'année de l'émergence d'un événement sur lequel on pouvait parfois s'interroger. Évidemment, c'est une première. C'est une première, on s'interroge. Je pense que l'année 2023, c'est vraiment la confirmation que les assises sont devenues un lieu incontournable pour parler du New Space. Et tout le monde était là ? Alors, il y a eu, on va dire, 2 grandes évolutions. Une évolution qualitative, et là, le niveau a monté de 2 étages par rapport à l'année dernière. Tous les décideurs publics étaient là, que ce soit dans le domaine civil, dans le domaine militaire, qui était extrêmement présent. Le CDE était là, l'AID était extrêmement présente, les patrons de ces organisations étaient là. Le commandant en chef du CDE était là, le patron de l'AID était là, la DGA était représentée à très haut niveau, etc. Donc l'AID avait un stand sur place, donc c'est des militaires extrêmement présents. Au niveau des décideurs publics, le patron de BPI était là, le patron de la DGE était là, enfin je veux dire, on a vraiment le patron directeur général de Super Héros était là, enfin bref, dans le domaine public, on a vraiment, tous les décideurs étaient importants, étaient là. Voilà. Oui. Et les industriels, les acteurs, les évidemment, ça c'était la force, on va dire, déjà de la première édition, mais là aussi on est monté, j'allais dire, de 2 étages. Si on prend l'exemple du village de Spacetech, qui est un des points forts, et de mettre en avant, on va dire, l'essor et le désir entrepreneurial dans le spatial de la France. On avait 20 Spacetech l'année dernière. On avait un objectif d'en avoir 40. Bon, et on est obligé d'en mettre 45. Donc ça dit tout dans un contexte qui était quand même pas le plus simple non plus, parce qu'il y avait beaucoup d'événements autour de ça. Donc je dirais sur le plan qualitatif, aussi les décideurs publics, les militaires, et puis aussi, on va dire, la relation qu'on a débutée avec les parlementaires, qui ont été très très présents, et ça c'est une formidable nouvelle pour tout le monde, pour les parlementaires et pour les industriels. Alors effectivement, vous avez assisté vous aussi, Cécile Riac, aux assises du New Space, et vous n'êtes pas venu seul, vous avez embarqué avec vous vos collègues parlementaires à l'Assemblée nationale. Alors racontez-nous, quel était l'objectif de cette visite ? C'est quoi, l'acculturation ? Complètement. C'est quand j'ai nommée coprésidente du groupe d'études aéronautiques et espace. Donc je suis coprésidente avec une collègue qui est Christine Arrigui, députée de Haute-Garonne. Déjà toutes les deux, on a fait le choix de séparer nos missions. Christine Arrigui s'occupe de l'aéronautique et moi, beaucoup plus de l'espace. C'est un vrai choix, et je vous avoue que c'est un choix qui vient de ma part, parce que j'ai, depuis le début de ce nouveau mandat, souhaité faire du spatial l'un des objectifs de ce mandat. Et donc, de rencontrer et que l'espace prenne une place importante dans les décisions politiques, parce que j'ai été déjà parlementaire en 2017, je me suis rendu compte que la décision politique n'était pas forcément entendue, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de partenariat particulier dans un domaine aussi important, stratégique que l'espace. Donc on s'est rencontrés d'ailleurs très très vite avec énormément d'acteurs. Pierre-José, on s'est rencontrés tout de suite après le rapport que vous avez sorti suite aux premières assises. Sur ce rapport. Et dans ma volonté de pouvoir
de vouloir acculturer mes collègues parlementaires, mais aussi mes concitoyens, eh bien, il est paru une évidence qu'il fallait que, quelque part, je me démène, justement pour créer moi aussi des événements et donner envie aux parlementaires de s'intéresser non pas que à l'aéronautique, mais aussi à la spécificité de l'espace. Et c'était une belle occasion, les assises du New Space. Ça nous a permis d'organiser à l'Assemblée nationale une soirée en marge, avec le soutien de la présidence de l'Assemblée nationale, donc Yaël Braun-Pivet, qui nous a mis à disposition l'hôtel de la Sey pour que justement plus d'une centaine de participants, et comme vous l'avez dit Pierre-José, tout le monde était représenté, le CNES, l'ESA, la DGA, la DGE, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Défense, le commandement de l'espace. Donc, mettre dans une beaucoup d'entrepreneurs. Et beaucoup, bien entendu, le New Space. Sophie Primas, ma collègue sénatrice, parlait du First Space. Moi, j'aime bien de parler aussi, on va dire, peut-être des acteurs historiques. Mais voilà, tout le monde était présent. Le Sénat était présent, le Parlement européen était présent, et mes collègues parlementaires. Donc, en effet, en une année, nous avons réussi à mobiliser. Alors, mobiliser, c'est aussi le travail que vous avez mené tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'il y a eu le top départ des assises du New Space et puis ce premier rapport, on va y revenir, qui a été préparé. Et puis, tout au long de l'année, vous étiez déjà revenu dans Smart Suisse pour en parler. Vous avez présenté ce rapport à différents acteurs. Donc ça, c'était aussi ce travail de mobiliser. Oui, si vous voulez... Le collectif, c'est une histoire singulière dans l'histoire industrielle. Moi, j'ai une petite histoire maintenant qui commence à avoir quelques années derrière moi dans la tech et dans les nouvelles technologies. Je l'ai dit d'ailleurs au cours des assises, derrière tout ça, il y a un collectif. Ce collectif, c'est une sorte de think tank, j'allais dire, de nouvelle génération, au sens où il n'est pas là pour dire... On sait, et vous ne savez pas, et on va vous le dire, mais on sait, mais avec notre savoir, on va organiser le moyen pour que les gens puissent s'exprimer. Et ensuite, nous, on va faire la synthèse de ça. Et deuxièmement, on n'est pas seulement des gens qui publions le rapport, on est des gens qui essayons d'agir derrière. Et les assises, c'est une stratégie d'action de ce collectif pour faire quoi ? Pour atteindre l'objectif qui était au départ, qui était de dire, il y a 2 ans, j'ai discuté avec Philippe Baptiste, il me dit, il y a 2 ans, il n'y avait rien. Et je lui dis, il y a 2 ans, on ne parlait pas de New Space en France. Et l'objectif, c'était d'imposer à un agenda spatial historique, quand même, cette thématique, et pas de l'imposer avec des coûts ponctuels, mais de faire un travail de fond permanent. Ça revient à ce que vous venez de dire, permanent par des actions très concrètes, d'accord, pour imposer cette thématique dans l'agenda spatial, pas ponctuellement, mais dans le temps. Et donc, c'est la raison pour laquelle les assises est un rendez-vous annuel, et derrière, le rapport je dirais, été produit, et le rapport est un instrument qui nous a permis de faire un travail, on va dire, régulier, pour continuer à discuter entre 2 assises de ce qu'il est nécessaire de faire pour mettre le spatial français de demain et d'aujourd'hui, je dirais, au devant de la scène. Est-ce que ça fonctionne ? Ça, c'est l'histoire qui le dira. Moi, on a une première année de parcours, une première année où on parle du New Space, où vous portez ces acteurs, où cette coalition s'est formée. Est-ce que ça fonctionne ? Moi, je pense qu'il y a 2 niveaux. D'abord, il y a le niveau, je dirais, d'avoir imposé physiquement, j'allais dire, le New Space dans l'agenda. Voilà, ça c'est fait, on va dire, et les assises sont devenues incontournables. Tout le monde le dit. Même François Chopard, qui est le président de Starburst, que vous connaissez, il a dit, idéalement, il faudrait organiser des assises tous les mois. Bon, alors évidemment, c'est pas possible, mais c'est montré que, je dirais, c'est devenu, tout le monde reconnaît que c'est la nécessité pour vraiment faire avancer les choses. Le rapport, lui, je dirais, il a mis ensemble de thématiques au-delà des assises. Les assises, c'est ponctuel, mais le rapport, il fixe un certain nombre de thématiques qu'on considère comme essentielles. Et ensuite, nous, on fait un travail dessus. Donc, on a rencontré beaucoup d'acteurs publics et privés, et on constitue des groupes de travaux. Il y a des binômes qui vont se mettre en place sur les propositions qu'on considère prioritaires, et on continue notre travail en permanence. Vous l'avez dit l'année dernière, il faut aller vite. On n'a pas le temps d'attendre. Est-ce que vous avez vu cette accélération, vous aussi, au regard de l'Assemblée nationale ? Quand on a préparé l'émission, on parlait de cette méconnaissance des budgets, et par exemple, de la nécessité de financer, et c'est très important, on va le répéter ici, mais c'est très important de prendre la mesure du financement nécessaire pour faire avec le New Space. Est-ce que vous voyez une accélération, vous ? Alors, l'accélération au niveau politique, on l'a. Elle a été déjà d'ailleurs annoncée au moment de l'IAC en septembre par la Première ministre, avec cette annonce donc de 16 milliards. Là, on voit bien que dans la loi de programmation militaire, il y a également une volonté d'investir. Donc là, c'est l'activité duale du spatial, plutôt dans le domaine justement de la défense. Donc on voit qu'il y a une volonté. Accélérer, je ne sais pas. Ouais. Voilà. Moi, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis engagée politiquement sur cette thématique-là, parce que on a besoin de cette accélération. Et ma crainte,
c'était justement à la fin de mon premier mandat, je voyais pas justement cette prise de conscience qu'on avait loupé, on va être très honnête, on a loupé quelques petits virages, on a loupé justement quelques décisions. Et là, c'est pas que le politique, hein. Les industriels et peut-être aussi, en fait, tous les acteurs français et européens, parce qu'on travaille dans ce partenariat-là, on a peut-être en effet loupé quelques petites choses. Le problème, c'est qu'on peut plus se permettre aujourd'hui de louper un virage, de prendre la mauvaise trajectoire, et donc il faut accélérer. Le domaine de l'espace a besoin d'agilité. Et aujourd'hui, on se rend compte, en tout cas au niveau de l'organisation spatiale française et européenne, que cette agilité, cette prise de décision, eh bien, nous ne l'avions peut-être pas. Donc là, c'est la parlementaire que je suis, il y a 2 choses dans mon mandat, contrôler l'action du gouvernement et évaluer les politiques publiques. En termes de politique publique spatiale, on a peut-être en effet des programmes budgétaires, mais politique publique spatiale, à mon sens, ça n'existe pas. En tout cas, je n'ai pas vraiment trouvé la définition. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être se poser la question. Est-ce que nous avons une stratégie spatiale française ? Alors, ce serait quoi la politique publique spatiale ? La réponse, elle a été apportée, si je peux me permettre, Cécile, la réponse, elle a été apportée pendant les assises. Des personnalités de très haut niveau ont dit qu'il n'y a pas de stratégie spatiale en France. Donc France 2030, d'ailleurs, cette semaine, Bercy a présenté en public ce programme France 2030 en rappelant les appels à projets qui ont été menés. Oui, mais ça, c'est pas une stratégie spatiale nationale. Ça, c'est, comme le dit Cécile, c'est une composante d'une stratégie qui n'a pas été définie. Mais on a dit il faut de l'argent, donc on met de l'argent. Mais ça, c'est pas une stratégie. Mais de l'argent, c'est nécessaire, mais c'est pas une stratégie. Et ceux qui sont exprimés là-dessus, ce sont des, je le dis, je vais pas les citer, mais c'est des personnalités de premier rang dans ce domaine spatial en France, dans le secteur public, pas dans le domaine privé. C'est quand même très rare, c'est pour ça qu'il fallait absolument être là. Mais si vous voulez, ça quand même, peu importe les gens qui sont exprimés, l'important c'est ce qui a été dit. Ça c'est important. On rebondit sur l'enjeu d'une des propositions qui est le Conseil national de l'espace, dont l'objectif serait justement de définir cette stratégie nationale spatiale. Elle n'existe pas aujourd'hui. Voilà. Donc si vous voulez, il y a plein de choses qui sont intéressantes qui sont faites. L'accélération, elle est, on va dire, j'ai apporté un début de réponse, on a un début d'accélération. Voilà ce que je dirais si je voulais être... C'est vrai qu'il y a plein de choses, il y a plein de briques qui se mettent en place et les assises. On a vu des levées de fonds, par exemple, parce qu'on peut parler financement. Et alors là, il y a un rôle public, évidemment, mais il y a aussi un grand besoin d'aller chercher des fonds privés. C'est important. On a vu des fonds publics se mobiliser cette année notamment. On a des levées de fonds en seed, en pré-seed, mais on a encore du mal à voir des grosses sommes se débloquer. Alors, ça a été une thématique, c'était un fil rouge des assises. Vous le savez, c'est une thématique que nous on porte, qu'on rabâche, parce qu'il faut le faire. Aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est juste sur ce qu'on appelle l'early stage, c'est-à-dire les levées de fonds de très tôt. Je dirais, aujourd'hui, on arrive à faire le boulot, on va dire ça comme ça. Mais dès qu'on a, il y a eu des belles séries B, c'est-à-dire il faut le dire pour les téléspectateurs, on est sur des montants de 30, 40, 50 millions d'euros. Donc ça, c'est très bien. Exotrail, Compte-Cube l'ont fait, elles étaient en avant-première dans la plénière. Mais après, le problème, c'est ce qu'on appelle le late stage, c'est-à-dire les séries C et D, où là, ces acteurs auront besoin, pour les plus légères, de 50 millions à nouveau, mais pour les plus lourdes, de 150 millions ou de 100 millions. Aujourd'hui, on ne sait pas le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si une entreprise, on va dire normale, qui a fait une série B, elle doit lever 150 millions d'euros en France, aujourd'hui, elle ne peut pas le faire. Voilà. Donc, ni en Europe, a priori, pour l'instant. Alors l'Europe, je connais un peu moins bien le sujet, mais sur la France, aujourd'hui, elle ne sait pas le faire. Donc aujourd'hui, on a des fonds publics. Vous l'avez dit, France 2030, ça fait partie, il y a BPI qui intervient, etc. Vous l'avez dit, le vrai sujet, c'est le manque de ce qu'on appelle la contrepartie privée dans le financement. C'est-à-dire, vous l'avez dit, les fonds privés. Les fonds privés, il y en a 2. Mais aujourd'hui, dans le meilleur des cas, au mois de septembre, ils auront 150 millions d'euros à eux deux. Je parle de Carista et d'Expansion. D'accord, 150 millions. 150 millions, ça ferait une seule levée de fonds de série C. Et après, ils n'ont plus d'argent. Et alors, la solution, ce serait peut-être, pour pousser les investisseurs, d'avoir une politique, une stratégie française en front commun, en fait. Là, c'est là où, en effet, le politique rentre en action. Parce que si on a des trajectoires qui sont très claires, ça permet aussi, donc, derrière, à nos tissus, qu'ils soient industriels ou émergents, de pouvoir, en fait, aussi se dire, bon, là, il peut y avoir de la commande publique derrière, il y a un intérêt de l'État, et donc ça peut permettre donc, de créer des dynamiques, et donc d'avoir des visions à 10-15 ans. Ça permet aussi, on va prendre un acteur incontournable dans le milieu spatial qui est le CNES. Lorsque vous avez cette structure qui
on va dire, subventionne des jeunes pousses, des startups, mais qui aussi s'inscrit dans des programmes industriels, c'est un label. Il faut aussi qu'en France, on s'appuie sur cet opérateur très connu en fait dans le monde de l'espace, mais complètement inconnu du grand public. Aujourd'hui, là, la parlementaire que je suis, donc pourquoi affaires culturelles et éducation? Parce que c'est quand même le budget donc, de la recherche qui finance le CNES. Là, très peu, si vous n'êtes pas membre de la commission des affaires culturelles et d'éducation, vous ne connaissez pas le CNES et vous ne connaissez pas son action. Et d'ailleurs, Pierre-José, vous l'avez plusieurs fois répété au moment de ces assises, en France, même pas, vous disiez 5%, mais je suis sûre que même pas 5% des Français connaissent le CNES, là où 80% des Américains connaissent la NASA. Donc on voit bien, vous parlez de l'acculturation, il y a non seulement l'acculturation en effet des politiques, mais aussi l'acculturation de tout à chacun, de l'utilisation de l'espace au quotidien. Et ça, pour nous, en tant que politique, c'est extrêmement important, parce que si nous décidons que l'État, donc un gouvernement, mette de l'argent dans le domaine spatial, il faut une acceptation de la société. Il faut que les gens sachent pourquoi une partie de leur impôt va permettre de financer des lanceurs, des satellites, des choses comme ça. Ça, c'est fondamental, et particulièrement dans une société tendue. Et c'est le rôle du CNES. De faire connaître son action. C'est justement, c'est pas forcément le rôle du CNES. Le rôle du CNES est un opérateur, et il le fait très bien, c'est-à-dire qu'il va mettre des opérations en place justement pour financer, il va faire une ingénierie. Mais c'est pas lui qui fait la liaison avec le grand public. En tout cas, ça faisait pas partie de ses missions. Sur le financement, juste pour revenir sur le financement, parce que le sujet aussi est très important de l'évangélisation du grand public, dans le soutien aux politiques publiques. Mais sur le financement, on a un moment charnière, c'est-à-dire où on commence à avoir de l'argent privé. Et la question de savoir, c'est est-ce que cette amorce-là, elle va déclencher la décision d'acteurs financiers privés pour venir abonder de manière plus massive des financements de croissance pour les belles space tech françaises qu'on a en France, et on en a beaucoup. Voilà. Donc on a un moment charnière de l'histoire. On va voir dans les 12 prochains mois, 18 prochains mois, est-ce qu'on fait la bascule, ou est-ce qu'au contraire, on reste un peu scotché, si vous m'excusez ce terme-là, on va dire sur les montants qu'on a, et qui vont bloquer le développement, et qui fera qu'on n'arrivera pas à sortir des licornes spatiales. C'était un objectif du président de la République, sortir, je le dis sans licorne, je le reprends, et on discute parfois sur le mot licorne, c'est franchement un débat sans intérêt, mais d'avoir des entreprises qui vont devenir des acteurs internationaux, mondiaux français, qui vont tirer la technologie, qui vont permettre à des Français qui vont à l'école, qui vont dans les écoles d'ingénieurs, de pouvoir trouver un débouché dans des entreprises françaises nouvelles du spatial. Donc l'enjeu, il est considérable. Voilà, on a un moment de bascule, voilà, et nous, on le regarde très, très précisément. On en a parlé, Nicolas Dufour, qui était intervenant, il a dit, moi, je mets de l'argent public, mais j'ai besoin d'une contrepartie privée. Si elle n'est pas là, on ne peut pas faire les tours de table. Voilà, donc ça, c'est le grand enjeu. Il faut que aussi les grandes familles françaises, on en a beaucoup parlé, ce qu'on appelle les family office, c'est-à-dire que les familles françaises qui ont des gros patrimoines mettent de l'argent, prennent des risques dans le futur spatial français. Voilà, ça, c'est un enjeu. Vous reviendrez sur ce plateau pour faire le point sur cette bascule, si elle aura lieu ou pas, on l'espère, pour le secteur spatial français. Merci Pierre-José Billotte, merci Cécile Rilhac d'avoir pris le temps de venir sur ce plateau. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve non pas la semaine prochaine, mais à la rentrée pour suivre de nouveau l'actualité du secteur spatial ensemble sur Bismart. Bon week-end.